Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode des Héros de la Vente. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Kovan Lee. Nous allons parler d'un thème très important qui est le rythme dans le cycle de vente. Tout d'abord, Kovan, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, donc moi je m'appelle Kovan Lee. J'ai été pendant un peu plus de 10 ans commercial dans les nouvelles technologies. Je vendais du logiciel à des entreprises, des moyennes et des grands groupes. Et depuis 2016, je suis coach commercial indépendant. Et donc j'accompagne des plus petites structures aujourd'hui à se structurer et à améliorer leur performance commerciale. Ouais, alors Kovan est modeste, donc l'entreprise pour laquelle il travaillait, c'est Amazon Web Services, donc j'imagine que tu as retiré pas mal de bonnes pratiques chez eux. Et justement, je t'ai invité sur ce podcast pour que tu nous partages justement toute cette expérience que tu as eue. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son expérience là-bas ou... Alors oui, une de mes expériences a été donc effectivement chez AWS, à une époque où ça nous arrivait encore de prospecter des clients en nous disant on ne savait pas qu'Amazon vendait des livres par téléphone, parce que le modèle cloud en 2012 n'était pas aussi mainstream qu'il ne l'est aujourd'hui, très clairement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout une grosse structuration de la vente qui permet justement d'animer correctement un cycle de vente, d'anticiper, d'avoir une capacité à prédire le plus finement possible son chiffre d'affaires et de ne pas rater de vente en fait. Donc un gros travail en amont pour capter du lead, donc générer de l'attention autour d'une offre, mais surtout une capacité de transformation. D'accord. Alors justement, on va parler de ce cycle de vente si important pour les commerciaux. L'idée, c'est que donc on va essayer de voir les différentes étapes du cycle de vente et de donner à chaque fois des conseils applicables pour les gens qui doivent vendre. Et on va parler aussi surtout de l'importance de garder un rythme dans ce cycle de vente. Alors tout d'abord, Kovan, est-ce que on peut poser les jalons de c'est quoi un cycle de vente et qu'est-ce qui fait un bon cycle de vente ? Alors, un cycle de vente, je pense qu'il est assez universel, quelle que soit l'offre et la cible à qui on vend. Il s'adapte évidemment après à chaque contexte, mais les fondamentaux doivent être les mêmes. Pour moi, ça commence toujours autour du prospect pour le transformer en client. Et donc, c'est la première des étapes, c'est d'arriver à le convaincre de pourquoi changer. Quand on est en phase de prospection, quand on est en phase de découverte, qui sont donc les premières phases du cycle de vente, on peut regrouper ça sur le pourquoi changer. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence principale qu'on va avoir quand on vend un produit, une solution à une entreprise ou une personne, parce que ça marche aussi en B2C, c'est le prospect lui-même. Parce que la situation de confort pour tout le monde, c'est quand même de ne pas changer. La résistance au changement, on en a tous. Et donc, il faut transcender ça. Quand vous arrivez en situation de vente avec un interlocuteur, il ne vous a pas attendu pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se déplacer, si vous vendez des voitures par exemple. Mais aujourd'hui, il a besoin d'être convaincu que c'est le bon moment de changer. Et alors du coup, il y a cette deuxième notion derrière. C'est la notion de pourquoi maintenant. Parce qu'une fois qu'on sait que le prospect est prêt à changer, si c'est pour vous dire moi votre solution m'intéresse pour dans 5 ans, ça va moins nous intéresser en tant que vendeur. Ouais. D'où l'importance, je reviens là sur le pourquoi changer, pourquoi maintenant, l'importance, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais de la préparation et du rendez-vous et de bien connaître son prospect. Ah oui, il y a tout un travail à faire en amont des premières interactions en direct avec le prospect. Aujourd'hui, il est inacceptable pour un vendeur d'arriver en ne connaissant pas le contexte de l'entreprise du client, son actualité, l'actualité de la personne qu'on rencontre. Aujourd'hui, entre toute la presse en ligne, tous les réseaux sociaux, perso et pro,
on n'est plus dans un monde où on va prospecter vraiment dans le dur en prenant l'annuaire, en appelant un standard et en disant bonjour, je veux parler à votre responsable. Ouais. Ça ne marche plus. Hein. C'est un phénomène important aussi parce que cet accès à l'information qu'on a en tant que vendeur, il faut bien comprendre aussi que du coup le prospect l'a aussi. Et on estime qu'il y a à peu près 60% du chemin d'achat qui est fait par le prospect avant même de rencontrer une première fois un commercial. Parce qu'aujourd'hui, quand on regardez-vous vous-même en tant qu'individu, quand on a un problème, on va commencer à regarder sur Internet. Tiens, je change de boulot et j'ai besoin de changer de voiture. Je vais commencer à regarder des comparateurs de voitures. Je vais acheter des revues sur l'automobile. Je vais regarder des émissions sur l'automobile. Je vais farfouiller sur le net. Je vais commencer à aller sur Le Bon Coin pour voir des annonces. Et avant même d'envisager d'aller dans une concession automobile et parler à un vendeur de voiture, j'aurais déjà fait tout un chemin et j'ai une partie de la solution que je me suis créée. Ouais, là aussi, ça peut faire l'objet d'un épisode en entier, mais c'est l'importance pour les entreprises d'avoir de l'inbound marketing, c'est-à-dire de faire du contenu pour que les prospects arrivent à nous et que ce soit des leads faciles, entre guillemets, à traiter pour les commerciaux. Tout à fait. Mais ça peut faire vraiment l'objet d'un épisode d'une heure. On va pas détailler ça là, oui. On va pas détailler ça. Alors, je sais pas, peut-être que c'est une question un peu difficile. Est-ce que tu as des tips peut-être pour le pourquoi maintenant? Est-ce que tu as des choses comme ça en tête Alors, le pourquoi maintenant, l'idéal, c'est quand on est en questionnement face au client, que sorte le sentiment d'urgence chez le client qui sorte de chez lui. Si on est par exemple dans le secteur éducatif, une école qui va vous dire moi je dois absolument être prêt à la rentrée prochaine, sinon ça reportera à la rentrée d'après. Donc je sais que j'ai ce qu'on appelle un compelling event. Donc vraiment c'est un moment clé qui me permet de dire je peux vendre à ce client-là maintenant parce qu'il a cette urgence-là à gérer. Un client qui veut vous acheter une solution parce qu'il a lui-même signé un gros client qui lui demande d'ouvrir... je vais prendre l'exemple d'un client industriel. Il doit ouvrir une nouvelle ligne de production. Sauf que quand il a décidé de livrer son client les premières pièces au mois d'octobre, il faut que sa chaîne de prod soit installée en juillet. Donc c'est maintenant qu'on peut lui vendre des machines-outils. Ouais, si on arrive maintenant, d'ailleurs, on est un peu tard. Ouais. Du coup, il y a toute une réflexion à avoir sur la saisonnalité de son marché. Et effectivement, moi, j'ai travaillé par exemple comme commercial dans le sport de haut niveau. Il fallait surtout pas louper l'intersaison, donc le mois de juin, par exemple, juin-juillet, où les coachs étaient pas encore en vacances, mais presque. Mais c'était le moment de les capter pour préparer la saison prochaine qui arrivait à grands pas. Et si on loupait cette intersaisonnalité, on n'était pas bien. Alors dans le sentiment d'urgence, quand il y a quelque chose de fonctionnel et de très opérationnel côté client, ce sont les meilleurs points d'appui qu'on a pour avancer sur le pourquoi maintenant. Après, il y en a d'autres, alors toujours qui peuvent venir de chez le client, qui sont un peu plus artificiels, mais qui comptent. C'est par exemple la clôture budgétaire. Les queues de budget. Les queues de budget. C'est un grand classique de la vente, mais au mois de novembre, au mois de décembre, on ne fait pas que préparer les plateaux de fruits de mer pour Noël. On appelle tous les clients et d'ailleurs on commence en général plutôt en octobre, septembre-octobre, parce que là normalement une boîte un peu organisée, et plus elle est grosse, plus ça va être vrai, va avoir de la visibilité d'où elle en est sur son budget. Et moi qui vendais donc de l'informatique, quand on allait voir les DSI, c'était les bons moments pour dire tiens, on a parlé de différents sujets, on avait des sujets peut-être plus pour l'année prochaine, mais est-ce que par hasard vous auriez une liberté budgétaire là sur la fin d'année, besoin de faire quelque chose? Ouais. Et là, il faut lever le doigt parce que le client qui a une queue de budget, il ne va pas vous appeler spontanément ou très rarement. Ouais. Parce que vous n'êtes pas le seul à lui vendre des choses. Je reprends l'exemple d'une direction informatique, elle va avoir X fournisseurs et elle va aussi répondre à celui qui la sollicite. Hein. Ça, c'est une règle de base en vente, ne pas être passif et demander les choses simplement mais explicitement. Ouais, ça marche bien aussi sur les marchés publics où, par exemple, tu as parlé des écoles. Parfois, ils ont des lignes budgétaires. Et si elles ne dépensent pas ces lignes budgétaires, l'année prochaine, ces lignes budgétaires sont réduites. Oui. Donc, des fois, elles cherchent des solutions pour garder ces budgets d'année en année. C'est vrai que c'est très prégnant dans le public, ça. Dans tout le secteur public, quand vous vendiez, donc secteur éducatif, les collectivités, la santé. Un directeur de service,
On pourrait en discuter d'ailleurs de façon éthique, mais il a aussi son pouvoir en fonction de l'importance de sa ligne budgétaire. Et effectivement, les règles de fonctionnement font que si tu n'utilises pas ton budget, ah bah super nouvelle, tu as été efficace, mais du coup, l'année prochaine, on va te donner moins de budget, parce qu'on va partir de ce que tu as dépensé en réel. Donc souvent, oui, ils essayent de cramer des lignes de budget, comme on dit, pour rester sur les bons niveaux. Mais c'est vrai aussi quand même dans le privé, hein, faut pas se contenter dans le public. Toutes les entreprises travaillent quand même en budget. Donc déjà, il faut connaître la période budgétaire de son client, parce que on va intuitivement penser que c'est 1er janvier, 31 décembre. Ça n'est pas le cas de toutes les boîtes. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, ça fait partie des choses à découvrir quand on est avec un prospect pour créer des moments. Ouais. Quand tu as un prospect, pour clore un peu ce sujet, pourquoi maintenant, quand tu as un prospect que tu contactes de manière froide, par exemple, et qu'il te dit sujet intéressant, rappelez-moi l'année prochaine, c'est un nom déguisé? Ça se creuse, ça peut être un nom déguisé, très clairement. Une façon de dire, de toute manière, j'aurais oublié de te dire que tu dois me rappeler, donc quand tu vas me rappeler, je te redirai de m'appeler l'année prochaine. Par contre, ça se creuse, c'est de dire, tiens, l'année prochaine, est-ce qu'il y a un sujet particulier qui fait que vous me demandez l'année prochaine? Ça vaut toujours le coup de poser la question, hein, d'essayer de voir si c'est un nom déguisé ou s'il y a quelque chose. C'est ah non, mais aujourd'hui, cette année, moi, sur mes budgets, je suis à la toc, donc je vais rien pouvoir faire. Par contre, ça peut faire partie des réflexions l'an prochain. Parce que là, ça peut être l'occasion de rebondir pour dire est-ce qu'on prépare pas ça sur la fin d'année? Donc, c'est pas l'année prochaine que je vais vous appeler, mais au mois d'octobre. Pour se dire c'est bien inscrit sur les budgets de l'année prochaine. Parce que le budget, il se crée pas comme ça de façon magique. Hein. Il y a des projets qu'on inscrit sur des lignes budgétaires et si malheureusement je ne fais pas partie de l'évaluation budgétaire, je peux avoir plus de difficultés à vendre. D'accord, très bien. Du coup, on a vu la première étape du cycle de vente, c'est le pourquoi changer, pourquoi maintenant, à comprendre vis-à-vis de son prospect. Ensuite, c'est quoi la suite, Kovan? Ensuite, c'est le pourquoi moi. Pourquoi vous, avec votre solution, vous êtes plus pertinent que le reste du marché pour vendre un produit. Moi, tu me parlais d'Amazon Web Services. Quand j'arrivais avec AWS, c'était important de comprendre, par exemple avec un responsable d'infrastructure informatique ou un responsable d'architecture informatique, quels sont les enjeux que vous avez dans votre boîte. Moi, je sais que j'avais un modèle assez changeant par rapport à ce qui se faisait traditionnellement, puisque passer de j'achète des serveurs chez un constructeur à je loue à l'heure de la puissance informatique en mode service, et je l'augmente et je la diminue à la demande. Alors, une start-up, elle le comprenait très facilement. Les grands groupes, c'était parfois plus compliqué, ne serait-ce qu'en termes de process pour eux de comprendre comment intégrer ce mode de fonctionnement. Et puis j'imagine que c'était en quelle année ça? C'était 2012. 2012, c'était pas la même chose, le cloud service qu'aujourd'hui. Ça a évolué, c'est clair. Ouais. Et donc, le pourquoi moi j'avais j'avais vraiment besoin de convaincre que notre modèle de delivery était plus adapté qu'un modèle traditionnel. Parce que là, je jouais même pas contre d'autres cloud providers, je jouais aussi contre des constructeurs, contre des éditeurs de logiciels, parfois contre des membres des équipes internes. Parce que quand je dis qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir un serveur disponible, quelque part, l'équipe chez mon client qui est en charge de provisionner les serveurs dans un data center, de brancher les câbles, de brasser les baies de réseau, et de vérifier que l'électricité est opérationnelle, elle peut me voir comme une menace. Et du coup, le pourquoi moi, c'est pas forcément par rapport à des concurrents, comme tu l'as dit. C'est par rapport à un écosystème, il faut bien comprendre. Ouais. Et quelque part, là où il faut être le plus vigilant, c'est si dans le pourquoi moi, il peut y avoir une zone de concurrence avec des équipes de votre client. Je vends un outil de marketing automation. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans l'équipe marketing qui vont se sentir un petit peu mis de côté? Et à faire attention aussi, parce que dans le pourquoi moi, on peut avoir tendance, et d'ailleurs c'est un défaut peut-être des commerciaux, c'est de parler trop de soi justement et de sa solution, alors qu'en fait c'est plutôt pourquoi ma solution est la meilleure pour résoudre votre problème, vos besoins, et c'est la limite, il faut être attentif à ça. Exactement. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'un cycle de vente, c'est que quand j'ai collecté de l'information sur pourquoi mon prospect a vraiment envie de changer
rapidement, j'ai ses besoins, j'ai ses problèmes, ses pains, ses enjeux. On peut y mettre plein de noms, vous pouvez trouver plein de noms, plein de documentation, mais de toute manière, un cycle de vente, il doit être orienté sur le client, pas orienté sur le produit. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dire regardez comment il est beau mon logiciel, regardez comment il est beau mon cloud, ça le fait pas beaucoup vendre. On le vend comme ça un peu à des gens qui vont être un petit peu la fanbase, on pourrait dire, de la solution. Ouais. Mais c'est pas ça qui permet de créer un modèle commercial vraiment performant. Ouais. Par contre, dire effectivement, j'ai une solution que je connais moi en tant que commercial, dont je sais parler, mais je ne vais en parler que dans l'axe de ce que j'ai, avec le prisme de lecture de mon client, ça permet de vendre. Ouais. Et un produit, on peut le définir de 3 façons. On va dire, il y a la caractéristique du produit. Ma voiture, elle a un moteur de 90 chevaux. Il y a l'avantage compétitif, donc par rapport au marché. C'est le moteur de 90 chevaux le plus économique du marché. Et il y a le bénéfice client. Alors c'est hyper simple, c'est vieux comme le monde, ça, comme façon de voir un produit. Et il y a donc le bénéfice client. Aujourd'hui, vous faites 3000 km par mois. Vous avez besoin d'économiser un maximum d'énergie. Vous êtes sensible à l'écologie. Et donc, mon moteur est celui qui consomme le moins sur le marché et donc qui répond à votre attente. Ouais. Je prends l'exemple de produits simples comme ça parce que je trouve que c'est assez révélateur. Mais c'est vrai dans tout produit ou solution ou service que l'on peut vendre. Ouais, c'est important de réfléchir à chaque fois, penser bénéfice client. Exactement. Il y a une question que j'aime bien poser justement pendant les rendez-vous qui permet de recentrer un peu à chaque fois le besoin du client. Et tu en as parlé rapidement. C'est quels sont vos enjeux cette année ? Quel est votre challenge dans votre service sur ces sujets ? Et ça, en général, c'est pas mal parce que ça a l'air tout bête, mais ça permet de faire parler le prospect et puis de dire, dans ma solution, j'ai des choses qui peuvent répondre à ces enjeux. Alors, dans l'animation de ce cycle de vente, les phases amont, là, le pourquoi changer, le pourquoi maintenant, c'est sûr que de toute manière, il faut faire beaucoup parler le client. Le défaut que peuvent avoir certains vendeurs, c'est de prendre des suppositions. C'est de dire, tiens, je pense que lui, il a besoin de ça. Je pense que lui, il a tel problème. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que le commercial est suffisamment intelligent pour, à travers les recherches qu'il a fait sur le web, etc., bien imaginer quels sont les enjeux, les problématiques que le client veut adresser. Mais en fait, ça n'est quand même pas suffisant. Parce qu'il vaut mieux les faire exprimer et les partager avec le client. Ça a plusieurs bénéfices. C'est de valider vraiment qu'on est sur la bonne voie. De montrer qu'on est en capacité de compréhension de son problème, et donc de créer un rapport de confiance entre le client et nous, et donc le poser, comme tu viens de le dire, quels sont vos enjeux. Alors c'est une bonne formulation, parce que là ça veut dire qu'il faut utiliser des questions les plus ouvertes possibles, et le laisser parler et rebondir en étant très attentif dans les interactions qu'on a avec lui pour bien creuser les problèmes. Ouais, souvent on dit privilégier les questions ouvertes aux questions fermées. C'est pas toujours évident quand on est en rendez-vous de penser il faut que je lui pose une question ouverte. Donc voilà, ça c'est un exemple de question que vous pouvez vous approprier. Et après, en général, dans ce questionnement, parce que ça fait partie de quand on parle de rythme de cycle de vente, c'est le rythme aussi des interactions, des entretiens de vente qu'on a avec le prospect. Et il y a une question qui est extrêmement puissante, c'est le pourquoi. Moi, c'est ce que je dis souvent. Alors à ceux qui ont des enfants ou qui dans leur entourage voient des enfants, il y a la fameuse période chez les jeunes enfants qui ont 2-3 ans qui disent pourquoi à tout. Et qui, quand on leur donne une réponse, reposent la question du pourquoi. En vente, on va faire un petit peu pareil en fait. Le ton naïf en moins, évidemment. Parce que ce pourquoi et plusieurs rangs de pourquoi permettent de comprendre, outre l'enjeu exprimé, son importance. Alors quand on est en B2B, ça peut être l'importance pour l'entreprise, mais d'arriver à un moment aussi à l'importance de cet enjeu pour la personne que vous avez en face de vous. Ouais, peut-être qu'il y a un contexte de carrière. Exactement. Lui, est-ce qu'il joue sa place ? Est-ce qu'il joue une promotion ? Voilà. Alors, il ne va pas vous le dire comme ça du jour au lendemain. La confiance, elle se fait avec un peu de temps. Mais vous allez pouvoir avoir des informations. Et donc, poser la question pourquoi, c'est une des meilleures questions à poser. Ouais, et puis ça permet de voir un peu les freins. Est-ce qu'il y a des gens autour de lui qu'il va falloir convaincre ? Des choses comme ça. Carrément. Super, Kovan.
Ensuite, est-ce que tu as une autre étape? On a vu le pourquoi changer, pourquoi maintenant, pourquoi moi. Alors là, le pourquoi changer, pourquoi maintenant, pourquoi moi, ça répond à la partie vente, prospection, on va dire, même avant vente, prospection et vente du cycle de vente. Mais une fois qu'on a convaincu quelqu'un de partir avec nous, le job, il n'est pas fini. Ouais. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire ah bah le gars, il a été hyper content, il m'a demandé un devis, je lui ai envoyé un devis, et 3 mois plus tard, il est passé où mon devis? Ouais, le soufflet est retombé. Voilà, le soufflet est retombé exactement. Parce qu'après, une fois qu'on est convaincu, alors comment on sait qu'on a fini la partie vente? Bah, encore une fois, on va pas le deviner nous-mêmes, hein, on va le demander au client. C'est un moment, soit lui va vous dire, soit vous allez on va lui poser la question de ok, donc là on y va. Hein. Là on y va ensemble. Ouais. Ok. La négociation, c'est le comment on y va ensemble. Donc il y a la partie la plus évidente de la négociation, c'est évidemment la partie prix. Il peut y avoir une négociation tarifaire plus ou moins compliquée en fonction des clients qu'on a. Quand on vend à la grande distrie, par exemple, on va passer à la moulinette du service achat et ça peut faire mal. Ouais. Mais encore une fois, il va falloir trouver les enjeux de ces personnes-là, notamment des acheteurs. Parce que, bah tiens, moi j'ai eu en face de moi des acheteurs qui étaient rémunérés, leur objectif annuel, et ils avaient des commissions sur les pourcentages de remise qu'ils obtenaient de leurs fournisseurs. Donc je sais qu'il va falloir que je démarre quand je vais annoncer mes prix au début, qu'il vaut mieux que j'annonce le plus haut possible parce qu'il va essayer de m'avoir à 25-30%. Ouais. Parce qu'il est rémunéré comme ça aussi, lui. Ouais, la question du prix, là aussi, ça peut faire l'objet Dans le podcast à part entière. Ouais. Mais il y a la partie négo, donc, dans C'est son ça. ensemble, à porter. Mais il n'y a pas que le prix. Ouais. Il va y avoir le cadre contractuel dans lequel on évolue, les clauses juridiques. Et alors, plus on va être face à un gros client, une grosse boîte, un grand groupe, plus ça va multiplier les interlocuteurs dans le cycle de vente. Parce que moi, par exemple, je pense à des clients chez AWS, ça veut dire que j'étais dans la direction informatique pour vendre fonctionnellement AWS, mais que derrière, il fallait que j'aille voir la direction des achats, la direction juridique, la direction du contrôle de gestion aussi, parce qu'aller expliquer à un grand groupe qu'il va payer des factures sans en connaître le montant à l'avance, puisque c'est en fonction du consommé du mois, dans les directions informatiques, ils ont un peu du mal. Autant ils savent le faire sur les forfaits téléphoniques, autant là, pour acheter de l'infrastructure, ils ne savaient pas trop faire. Ouais. Donc il fallait discuter avec ces gens-là pour qu'on s'intègre à leur process. Moi, je veux vendre quelque chose, c'est à moi de m'adapter aussi. Hein, bien sûr, je vais demander au client de faire un effort vis-à-vis de moi, mais c'est quand même à moi d'initier la chose, puisque c'est moi qui veux rentrer dans la place. Donc quand on est sur des plus petites boîtes, l'avantage, c'est que ça peut être un seul interlocuteur qui couvre plusieurs de ces champs de négociation. Mais il faut avoir bien question de ça. Il peut y avoir des questions si on a du produit sur du livrable, de la production, Ouais. voilà, calendrier, voilà, tout ce genre de choses. C'est vrai que cette étape, elle est primordiale. Moi, j'ai dû faire l'erreur quand j'étais jeune commercial, où effectivement, tu fais le boulot en amont, tu fais le devis. Après, tu laisses passer le temps, tu te dis, bon, de toute façon, il est intéressé par la solution, donc s'il est vraiment intéressé, il va dire OK. En fait, non, il faut appeler le prospect et essayer toujours de voir où on identifie des frictions, Oui. des freins. Et peut-être qu'il a une friction parce qu'il n'a pas trop compris comment mettre en œuvre la solution. Oui. Et peut-être qu'on peut lui dire, ben voilà, on vous aide sur la formation à la solution, le support après-vente, ne vous inquiétez pas. Et là, on essaye de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Exactement. Et cette étape-là, souvent quand on est jeune commercial, on a un peu peur finalement de rappeler le prospect parce qu'on se dit qu'on va l'embêter, alors que pas du tout. Il a besoin qu'on le rappelle pour le rassurer. Alors c'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. C'est qu'on peut avoir la croyance, j'entends beaucoup de commerciaux qui disent ça, non mais je vais quand même pas le rappeler tous les 3 jours pour savoir où ça en est. Et ben pourquoi pas. En fait, ça dépend aussi de l'accord qu'on a eu avec lui avant. C'est qu'une fois qu'on est en mode négociation, on va discuter aussi avec si mon donneur d'ordre, moi je pense à une vente en particulier, alors là c'était pas chez Amazon, c'était dans la boîte où j'étais après, la DataStax, donc toujours de l'informatique, où on se met d'accord sur un périmètre de vente de produits. C'est de la base de données à l'époque, donc Cassandra. Ça devait être en décembre. Nous, on clôturait fin janvier.
Donc là, si je reviens au pourquoi maintenant, là, le compelling event, il était chez moi. Celui, il avait toute l'année pour le faire. Alors, si, il avait un compelling event au mois de juin. Il m'a dit, moi, il faut que la direction générale ait vu le produit fini au mois de juin. Mais moi, je voulais absolument lui vendre avant fin janvier. Et je lui dis, on se met d'accord sur fin janvier, et on a construit un rétro-planning ensemble, hyper précis, en se disant, à telle date, on doit avoir la validation du juridique, à telle date, la validation des achats, à telle date, on sort le bon de commande, à telle date, le bon de commande est signé par toutes les parties chez eux, et on reçoit la commande à telle date, et nous, on facture à telle date. Pardon. Et donc, ça, en fait, de l'avoir partagé avec la personne qui était pivot dans ce cycle de vente côté client, ça m'a permis de lui dire, ça veut dire qu'au mois de janvier, on va s'appeler tous les jours. Et donc on a convenu de s'appeler tous les jours en fait. Et tous les soirs, on s'appelait ou on s'envoyait un texto pour dire, le contrat, il est là. Le contrat, il en est là. Et comme ça, on était quasiment en temps réel au courant de tout retard. On en a eu un par exemple où la juriste, elle a pris 4 jours en janvier qu'on ne savait pas qu'elle allait prendre de congé. Et donc on a pris 4 jours sur notre planning. Mais au moins, on l'a su tout de suite. Ça évite de créer des tensions en interne. Parce que là, moi, j'ai été commercial et quand on est en période comme ça, qu'on a annoncé fin janvier, j'annonce à mon chef une signature et que le 15 janvier, je lui dis je ne sais pas où elle est, normalement, il aime pas trop. Et il a raison. Et donc, plus on est au fait là-dessus, mieux c'est. Et donc, non, on ne sursollicite pas un prospect. Encore moins si on s'est mis d'accord en fait sur le fait qu'on allait se parler quoi. Ouais, et puis c'est souvent un reproche des prospects qui est fait aux commerciaux, c'est qu'il n'y a pas eu assez de suivi. Alors c'est le premier reproche qui est fait aux commerciaux de toute manière. C'est le manque de suivi. Alors souvent c'est pas en phase de négo parce que ce qui va être reproché c'est que grosso modo vous êtes venu me présenter votre produit, vous n'êtes pas intéressé à moi. Bon, il se trouve que j'en ai quand même besoin, donc je vous rappelle pour le vendre. Et alors là, par contre, vous m'appelez tous les jours pour savoir quand est-ce que je passe la commande. Ça, c'est l'image caricaturale du vendeur, qui n'est pas celle que je pense on veut avoir aujourd'hui. Ouais, et puis après, on va peut-être en parler. C'est une fois que la vente est faite, là aussi, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que vraiment qu'on parle d'un cycle de vente, c'est qu'on continue à parler au client. D'une, parce qu'on peut avoir plus de choses à lui vendre dans le temps. De deux, parce que... Alors d'ailleurs, le 2 devrait être le 1. C'est qu'on veut s'assurer que ce qu'on a vendu fonctionne. Ou alors vous savez dès le début que vous avez un produit pourri, mais dans ce cas-là, voilà, c'est un autre débat. Et c'est un autre podcast. Je ne sais pas si celui-là on veut le faire. Ah, mais en plus, ce que tu dis, c'est important parce que le bouche à oreille, finalement, c'est un canal d'acquisition hyper énorme. Important. Et voilà. Et le dernier point, c'est ça. C'est transformer le client en prescripteur, en référence. Parce que je suis une start-up et que j'ai signé un joli nom, une grosse boîte, j'ai besoin d'avoir un témoignage client, je veux organiser une conf, une vidéo avec lui. Voilà, donc capitaliser sur la vente que j'ai faite et au moins lui poser la question de est-ce qu'il n'y a pas 3 de vos homologues sur le marché à qui je pourrais aller parler de votre part. Ouais, ça c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Ouais. C'est mieux. Enfin, je veux dire, ça peut coûter très cher d'acquérir du lead. Ceux-là, ils sont gratuits, quoi, donc il faut surtout les prendre. Ouais. Et en plus, on n'est jamais à l'abri. Je connais pas une solution qu'on va vendre dès le début à l'intégralité d'une boîte, surtout si c'est un grand groupe. Donc dans la vente au grand groupe, on va arriver sur un petit projet, mais ce petit projet peut avoir des petits frères et des petites sœurs derrière, quoi. Oui. Dans d'autres équipes, dans d'autres entités. Ces organisations, elles sont complexes et elles achètent, souvent elles peuvent acheter au projet. Oui, c'est rare de vendre à un grand groupe toute une solution avec des milliers d'accès ou que tout le monde va utiliser du jour au lendemain. Et c'est même pas recommandé comme approche de vente. Oui. Moi, je me souviens donc, chez Amazon, chez AWS, c'est vrai dans toutes les autres boîtes, on réfléchissait aux use cases qu'on pouvait traiter et on allait dans des entités, des grands groupes où je vais chercher tel use case. Par exemple, j'avais test et développement. Dire aux gens, au lieu de payer une fortune des serveurs et d'avoir besoin de 3 mois avant d'avoir la bonne config, en plus pour tester des nouveaux produits, il faut changer les stacks logiciels, la sécurité informatique n'est pas d'accord, etc. etc. Tiens, use case test and dev, on crée un bac à sable sur AWS pour tous les développeurs, où ils peuvent tester plein de stacks technologiques. Et donc là, on allait voir les entités informatiques... et même au sein, je me souviens d'un assureur, je peux le nommer, même c'est AXA. Chez AXA, il y a plein d'entités derrière.
juridiques, etc. Donc il y a plein de points d'entrée pour moi, vendeur. Et d'ailleurs, c'est une des startups là, qui est en vogue en ce moment dans la Silicon Valley, qui s'appelle Slack, qui est en fait la startup qui a le plus de croissance dans le B2B, dans le logiciel. Eux, ils ont eu cette stratégie-là, donc c'est une stratégie qui a commencé avec du freemium, qui était de dire, en fait, les gens vont utiliser notre service dans des petites unités. Donc bien sûr, toutes les petites boîtes l'utilisent en version gratuite, mais les grosses boîtes, vous avez certains départements qui l'utilisent. Et puis à un moment donné, quand vous avez 5, 6, 7 départements qui disent à la direction générale, nous on utilise Slack pour communiquer entre équipes et ça marche vachement bien, par contre on est limité, est-ce qu'on ne peut pas prendre la version payante? Et c'est là où Slack fait son beurre, c'est que dans les grands groupes, les grandes entreprises, à un moment donné, toutes ces petites unités cumulées, ça leur fait leur vente. En fait. Bien sûr, à part de l'usage. Mais moi, alors, c'était pas un modèle freemium parce que chez AWS, alors si, il y a un free tier, mais qui est quand même très petit. Et j'ai un autre de mes gros clients de l'époque qui a commencé comme ça. C'était des environnements pris sur la carte bleue de la boîte qu'il passait en note de frais pour avoir des serveurs de production de son informatique. Et puis ça a grossi. Et puis au bout d'un moment, d'autres s'y sont mis. Et il y a un moment, la direction informatique a voulu comprendre un peu et amener une gouvernance, parce qu'on ne peut pas laisser non plus, quand on est un grand groupe, on ne peut pas laisser les collaborateurs partir dans tous les sens, sinon la boîte elle est plus du tout gérée et ça marche pas. Déjà quand on voit des fois la complexité, quand on est une petite boîte, même des fois quand on est seul, de multiplier les outils, alors, quand c'est une grosse boîte, vous imaginez bien que c'est bien plus compliqué. Donc cette boîte-là, elle a commencé comme ça. L'informatique a voulu amener une gouvernance, a commencé à vouloir gérer. Les achats se sont mis dans la boucle. Mais à un moment, moi, j'avais un rôle. C'est moi qui informais la direction des achats du client de l'ouverture de compte Amazon et du niveau de consommation de ces comptes Amazon. Parce qu'eux n'en avaient pas la visibilité. Alors, c'est l'avantage d'avoir une plateforme ouverte en mode self-service. Ça, c'est clair. Ça, c'est plus une partie produit que cycle de vente. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a autre chose à voir dans ce cycle de vente ? Alors, dans la notion de rythme, il y a vraiment cette notion de ne vraiment pas laisser tomber le client. Dans le sens où, je vais caricaturer la chose, je fais un salon, je rencontre un prospect. Il me dit, ouais, c'est super intéressant. Et je rencontre 2 prospects, on va dire. Ils me disent, ouais, c'est intéressant ce que vous dites, il faut qu'on se recontacte. Il y en a un, je pense à le recompter à J+3 du salon. Lui, il me pose un rendez-vous. L'autre, j'oublie. Et réflexe de plein de commerciaux, moi je l'ai eu, et j'ai pas honte de le dire, même si c'est pas bien. Je le mets un peu sous le tapis en fait, parce que ça fait 1 semaine que le salon est fini. Je l'ai pas rappelé lui. Et puis j'ai pas envie de me confronter à un mec qui dit c'est que maintenant que vous me rappelez. Donc je le mets sous le tapis et donc en fait je le rappelle jamais. Ouais. Donc déjà là j'ai fait un salon, j'avais 2 prospects, j'en ai qu'un avec qui je vais engager un cycle de vente. Celui avec qui j'engage, je le rencontre, je le fais parler de lui, je mène un bon entretien de prospection de découverte avec lui, ça se passe bien. Et il me dit, on prend des engagements à l'issue de cet entretien. Je lui dis, moi je reviens vers vous avec telle information. Et puis, tiens, il faudrait qu'on se voit avec mon CTO. Donc, je vois ses dispos et je vous envoie un mail pour caler une date. Ça, je ne vais pas attendre 15 jours pour le faire. Ça, c'est à J+2, max, c'est fait. Parce que sinon, soit le prospect peut m'oublier, parce qu'il a d'autres sujets en tête. Et du coup, ce que moi je veux vendre et que j'ai essayé de mettre en haut de sa pile des priorités, redescend. Soit, et c'est pire, je génère une frustration chez mon prospect parce qu'il me dit super, le gars il est venu faire son sketch, il était sympa pendant 3 quarts d'heure, mais alors après il n'y a plus personne par contre. Ouais. Et ça c'est pas classe. Ouais. Ça peut être un conseil à appliquer, c'est que moi, pour vraiment avoir ce cycle de vente en tête avec les jours, les J+3, J+2, je les ai écrits sur des papiers que j'ai collés au mur, et comme ça, tous les commerciaux voient, ok, là j'ai fait mon rendez-vous, dans J+3, je le relance. Et j'ai fait mon devis, dans J+2, je l'appelle pour savoir s'il a bien reçu mon devis. Et ça, c'est vrai que c'est de la discipline. Et c'est hyper important. Et c'est hyper important. Et souvent, on manque de discipline et c'est reproché aux commerciaux. Exactement. C'est très important. Et du coup, c'est très important de créer des prétextes aussi de rappel. Notamment une fois que j'ai présenté ma solution et que le client, il doit un petit peu la digérer pour se l'approprier et se projeter avec. Là, il faut vraiment avoir des prétextes pour le rappeler régulièrement. Alors, si on en a peu, il y a toujours de
le prétexte de bonjour, je viens aux nouvelles. Vous en êtes toute la réflexion. Mais si je peux amener un peu plus de contenu en disant tiens, au fait, j'ai un webinar qui a lieu là avec un témoignage d'un client qui pourrait vous intéresser. Tiens, j'ai discuté avec un autre de mes clients et je lui ai posé la question et il serait disponible pour échanger au téléphone avec vous. Voilà, trouver plein de prétextes pour rassurer le client dans ce processus de décision et pas le laisser décider seul, d'être à côté de lui dans la décision. Ouais. Et éviter un espèce de creux qui peut durer de quelques jours à quelques mois selon les complexités des cycles de vente et qui est problématique. Ouais. Et pour ça, ce que tu dis, post-it ou avoir des espèces de SLA internes, ça c'est hyper important. Se donner des contrats moraux et puis même les exprimer aux clients. Hein. Ouais. Avant jeudi, vous aurez ça. Oui, je vous ai parlé de papier sur le mur. Bien sûr, il y a le CRM Alors, sur votre téléphone ou l'ordinateur. Hein, alors voilà, parce que derrière un outil de vente, ça s'outille. Alors ça peut être une frise sur le mur et des papiers sur le mur. Hein. On peut commencer comme ça, hein, c'est clair. Moi, j'ai ça pose besoin pas de des deux, problème. en fait. Non, mais en plus, le côté visuel affiché constamment dans des bureaux, ça marche. Hein. Ouais. Avec Alex, on est convaincus. Ouais. Mais par contre, il y a un outillage et il y a un outil de base dans l'animation d'un cycle de vente. C'est le CRM, il a été conçu pour ça, avec la notion de un contact, une opportunité liée à un contact, des tâches liées à cette opportunité, avec des rappels pour se dire tiens, je dois envoyer ça à telle personne avant telle date. Tu as quelques CRM, toi, à préconiser ou alors oui, il y a le marché du CRM est immense. Alors, si on part aujourd'hui, il y a un leader de marché assez incontesté qui s'appelle Salesforce. Salesforce, ouais. C'est un super outil. C'est un outil qui demande pas mal d'intégration pour l'adapter à sa façon de faire, puisqu'il répond à beaucoup de besoins. C'est un outil qui est très cher. Donc, quand on est une petite boîte, faut se poser la question de la pertinence. En tant que Toulousain, on a quand même 2 éditeurs de CRM à Toulouse qui sont intéressantes, qui sont Axonote et OpCRM. Axonote pour les TPE et PME ETI, c'est une super solution. Ouais, je suis pas sponsorisé chez eux. Hein. Non, moi j'utilise leur solution parce que on peut intégrer les factures notamment, les devis, ça j'aime bien. Et il y a des petits widgets à intégrer à LinkedIn par exemple pour créer un prospect dans son CRM en un clic. Donc c'est pas encore trop connu sur le marché du CRM, mais j'en ai testé beaucoup. Et d'ailleurs, moi, ceux que je conseille, c'est par exemple Pipedrive. Voilà, il y a Pipedrive, HubSpot CRM. HubSpot et Odoo. Voilà. Et Axonote, c'est une sorte de celle-ci, je ne sais pas si tu connais. Celle-ci, c'est vraiment aussi très complet. Ça peut aller jusqu'à la facturation, mais c'est un peu moins cher. Donc, moi, j'utilise Axonote pour l'instant. Alors, tu as cité Pipedrive. Moi, j'ai cité Odoo aussi. L'intérêt aussi, c'est que c'est des logiciels qui ont des modèles freemium, en fait. Hein. Oui, et puis qui peuvent s'intégrer souvent à d'autres outils comme Slack, Gmail, ce genre de choses. Donc, le but, c'est de simplifier la vie. Alors, le CRM, il a pour but d'être le deuxième cerveau du commercial, hein, parce qu'on ne peut pas avoir tout en tête. Ça n'existe pas. Il y en a qui vont le dire, mais c'est faux. On oublie forcément des choses. Ça aussi, l'avantage de donner à la direction de la boîte de la visibilité et de la prédictibilité dans le business. En disant, tiens, je vois le pipe qui augmente ou pas. Et c'est ce qui permet de collecter un maximum de données, parce que la vente, ça n'est pas du tout intuitif. C'est une méthode, c'est un processus. Et un processus, ça s'outille, ça se mesure. Donc, il faut collecter de la data, il faut créer des indicateurs et se dire, moi, je veux pouvoir savoir quel est le temps moyen de transformation d'un prospect en phase 2 à un client facturé, par exemple. Et quel est le panier moyen des prospects que j'ai acquis via un salon. Ouais, c'est important d'avoir ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de performance, parce que l'exemple du salon, il est bon. Hein. Le nombre de salons qui coûtent très cher et au final où tu as eu beaucoup de monde et au final sur la transformation, finalement, c'est peanuts. Des fois, on remet en question un peu ces investissements qui sont lourds et pas forcément générateurs de valeur pour l'entreprise. Et c'est le fait de faire des statistiques, des KPI, de prendre la peine de remplir ça, c'est important. Pareil si vous faites du mailing ou du phoning, comparez un peu vos discours entre 2 mails, l'efficacité pareil du discours commercial au téléphone et aussi des commerciaux.
et presque de rentrer dans de l'A/B testing au bout d'un moment. Se dire, tiens, si j'ai telle approche, quel résultat j'ai? Si j'ai telle autre approche, quel résultat j'ai? Il y a des dans les outils, par exemple, alors là, on dérive du cycle de vente, mais Ouais. c'est intéressant. Là-dessus, un réseau comme LinkedIn est hyper changeant presque de semaine en semaine. Il y a des discours qui passent hyper bien à un moment, qui passent moins à un autre. Alors le pourquoi du comment, moi honnêtement je suis incapable de le dire. Mais ça veut dire qu'il faut être constamment à l'affût. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des métriques. Là, si on revient au cycle de vente, d'avoir une discipline dans l'utilisation du CRM. C'est pour ça que notamment, moi je suis toujours favorable au CRM qui ont une version mobile. Parce que vos commerciaux, vous voulez qu'ils soient sur le terrain, pas 5 jours sur 7 au bureau normalement. Donc il faut qu'ils puissent utiliser et saisir les données le plus facilement possible. Donc avoir une version mobile un peu efficace, c'est bien. Ouais. Voilà. Tu as parlé LinkedIn, on fera un épisode sur la vente par LinkedIn que je trouve vraiment passionnant. Moi, c'est un de mes canaux d'acquisition principal. Donc d'ailleurs, si vous avez des personnes en tête à interviewer, n'hésitez pas. Vous mettez ça par mail ou en commentaire. Tu as un autre sujet sur cycle de vente ou on a fait le tour? On a vu le rythme, on a vu ce que c'était, l'outillage. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ok, super. Écoute, on va finir l'épisode. Merci beaucoup, Kovan. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu as un bouquin à conseiller? Oui, il y a un livre de base dans le monde de la vente. Mais c'est bien de partir des basiques. Hein, ça sert à rien de vouloir être particulièrement exotique, différent. Faut faire des choses qui marchent. Il y a le grand livre de la vente de. Alors les auteurs, c'est Caron et Vendeuvre, qui est chez Duno, qui donne tous les fondamentaux de la vente et donc de la gestion de ce cycle de vente, de la prospection à la négociation en passant par la phase de conviction. Et oui, c'est un très bon bouquin de référence sur la vente. Ok, super. Et enfin, comment on fait pour te joindre? Si on veut bénéficier de tes conseils, Kovan est un super coach commercial, hein, donc n'hésitez pas. Alors pour me joindre, plusieurs moyens. Mon site web, klcoaching.fr, via le formulaire de contact. LinkedIn, Kovan Lee. Alors l'avantage, c'est qu'avec mon prénom et mon nom, j'ai pas beaucoup d'homonymes. Donc KOVA2N LY. Ou par mail, Kovan, donc KOVA2N.ly@klcoaching.fr. Ok, super. Merci Kovan pour tes conseils. Merci Alexandre. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. À bientôt.